Luke Morgan avait touché le fond. Ses derniers $70 s'étaient envolés, gaspillés pour payer le loyer d'un box de stockage où il ne restait que des détritus moisis et l'odeur rance du désespoir. Il s'effondra sur le sol de béton glacé, l'esprit vidé, le corps usé. Un vétéran brisé, prêt à abandonner. Mais Kaiser, son chien, refusait cette reddition silencieuse. Le berger allemand, obstiné, ignora l'ordre de son maître. Il s'avança vers le fond du box et se mit à gratter la paroi, émettant un gémissement étrange, à la fois pressant et inquiet. Ce n'était pas le grattement nerveux d'un chien chassant une souris. Non, c'était concentré, précis, presque humain dans son insistance. Exaspéré, Luke s'approcha pour le tirer en arrière. Mais il s'arrêta net. Sous la lumière crue du néon, il distingua enfin ce que Kaiser avait découvert, les taches d'humidité sur le mur n'étaient pas de simples marques. C'étaient des lignes droites, parfaites, formant un contour géométrique. Ce mur n'était pas un mur. C'était une porte. Le froid de Pittsburgh n'était pas seulement une question de température. C'était un poids, une présence. Il descendait du ciel d'acier, se reflétait sur l'asphalte gelé et s'insinuait depuis les rives du fleuve Monongahela, charriant avec lui l'odeur métallique de la glace et des vieilles usines. Luke Morgan le sentait jusque dans la cicatrice de son genou gauche, une douleur sourde qui pulsait au rythme de sa respiration. Recroquevillé contre un pilier de béton, à l'abri du vent mais non de l'humidité, il ressemblait à une ombre. Grand, maigre, vêtu de couches de vêtements élimés qui adoucissaient les angles de son corps. Sa veste en cuir brun, craquelée par les années, serrait un chemisier de flanelle décoloré. Son visage disparaissait sous une barbe irrégulière, et ses cheveux bruns, longs et indisciplinés, étaient striés d'argent aux tempes. Il n'avait que 41 ans, mais en paraissait 10 de plus. Ses traits racontaient la fatigue, les routes sans abri, les nuits sans feu. Et pourtant, au fond de ses yeux persistait une douceur tranquille, incongrue dans un monde aussi gris. Contre son flanc droit, collé à lui comme une couverture vivante, se trouvait Kaiser. 7 ans, un berger allemand au pelage gris et crème. Dense et soyeux, qui semblait presque luire sous la faible lumière. Puissant, large d'épaules, solide comme une promesse, mais d'un calme profond. Ses yeux ambrés observaient sans ciller les voitures qui glissaient sur le pont au-dessus d'eux, ses oreilles frémissant à chaque crissement de pneus, mais son corps restait immobile, une encre vivante qui retenait Luke dans le présent. Pourtant, Luke ne voyait pas la rivière. Dans sa tête, il était ailleurs. Le crissement brutal d'un bus au freinage venait de réveiller un souvenir qu'il croyait enfoui. Le sifflement sous pression du système hydraulique l'avait ramené des années en arrière. Il n'était plus à Pittsburgh. Il était dans la chaleur suffocante d'une base militaire. La poussière dans la gorge, l'odeur du diesel et du métal chaud. Il voyait Dean, son camarade, son frère d'armes, avec son rire éclatant et la photo de sa femme et de sa fille scotchée sur le tableau de bord. Il vérifiait le treuil du véhicule de récupération. Puis il y avait eu ce son, ce sifflement. Le craquement sec. Le câble qui cède. Le bruit de métal qui se tord. Luke n'avait pas été blessé. Il avait été témoin. Impuissant. Dean, lui, avait été écrasé sur le coup, fauché par plusieurs tonnes de ferraille. La mort avait été instantanée. Mais ce n'était pas là. Mort de Dean qui hantait Luke. Non, c'était ce qui avait suivi. Il se souvenait du bureau stérile, de l'odeur de désinfectant industriel, du visage fermé de son supérieur, le capitaine Alex Hunter. Un homme au regard de pierre, pour qui la vie n'était qu'une ligne dans un rapport. Luke, encore sous le choc, avait rédigé son témoignage, hydraulique défectueuse, pièce de mauvaise qualité. Plaintes répétées ignorées. Hunter avait lu en silence, puis avait sorti son propre rapport. 3 mots y figuraient, erreur de l'opérateur. Luke s'était redressé. Mais, monsieur. Le sol, il s'était affaissé, la machine. Le sol était stable, Morgan. Votre rapport est erroné. C'est l'avis officiel. Mais les pièces hydrauliques. Le fournisseur est essentiel à nos opérations. Nous ne compromettrons pas un contrat vital pour un incident malheureux. Vous êtes relevé. Ce fut tout. Le silence. L'ordre. La vérité enterrée.
comme Dean. Cette journée avait marqué la fin de quelque chose en lui. Il avait perdu sa foi pas celle en Dieu, mais celle en l'honneur, en la justice, en la promesse qu'on lui avait faite lorsqu'il avait juré de servir. Son renvoi, 6 mois plus tard, n'avait pas été une libération. Ce fut une chute lente. Une chute sans fin. Un gémissement d'où le ramena à la réalité. Kaiser s'était redressé, posant son museau froid contre la main de son maître. Ses yeux brillaient d'une patience silencieuse. « Je suis là, mon grand », murmura Luke en caressant le pelage épais du chien. Tout va bien. Mais c'était un mensonge. Leur abri sous le pont n'était plus sûr. Plus tôt dans la journée, un agent municipal était venu. Il n'avait pas été cruel, seulement fatigué. « Désolé. Je suis désolé, les gars. Nouvelle directive. On doit dégager la zone. C'est une question de responsabilité. Vous pouvez pas rester ici. » Luke avait hoché la tête. Il savait obéir. Il avait rassemblé leurs quelques affaires, un sac de couchage, une vieille marmite, une bâche. Tout tenait dans un chariot de supermarché brinque-ballant à sa maison sur roue. Quand le soleil disparut derrière les immeubles et que le froid s'épaissit, il se redressa péniblement, luttant contre la douleur dans son genou. « On bouge, Kaiser. » Le chien se leva aussitôt, secouant les flocons de son dos. Toujours prêt. Toujours fidèle. Luke poussa le chariot sur le trottoir. Les refuges étaient pleins. Et la plupart refusaient les animaux. Mais jamais ils n'abandonneraient Kaiser. Ils étaient un seul être, 2 âmes dans un même combat. Son regard se perdit vers l'autre rive. Là-bas, se dressait la silhouette sombre du Meridian Steelworks, l'ancienne aciérie. Monstre d'acier et de verre brisé. Fermée depuis la fin des années 1980, elle s'étendait sur des hectares de ruines, un cimetière industriel dont les habitants murmuraient qu'il était hanté. « Hein? Toi » murmura Luke. Rien de plus. Un toit. Il leur fallut près d'1 heure pour atteindre le site, longeant des routes délabrées et des entrepôts désertés. La clôture de fer barbelé s'était écroulée par endroits. Près d'un ancien quai de chargement, la rouille avait creusé un trou assez large pour qu'il puisse se faufiler. Luke abandonna le chariot. Il prit son sac de couchage et s'engagea dans l'ombre avec Kaiser. L'intérieur du complexe était une cathédrale silencieuse. Les poutres d'acier dressées vers le ciel rappelaient des colonnes sacrées. La lune filtrait à travers les vitres brisées, projetant sur le sol des éclats argentés. Le froid y était plus mordant encore, suintant des parois métalliques comme une fièvre. Inversé. Par ici, murmura-t-il. Il se souvenait d'un petit bâtiment à l'écart, un ancien poste de sécurité. Peut-être encore utilisable. Ils finirent par le trouver, un cube de briques. Noirci, à moitié enseveli sous les ronces. L'inscription au-dessus de la porte était presque effacée, « Security Office ». Luke poussa la porte. Les gonds grincèrent, un son de fer contre fer. Il alluma sa petite lampe torche. Le faisceau révéla une pièce étroite, 10 mètres carrés tout au plus. Un bureau de métal, une chaise pourrie, une fenêtre intacte mais couverte de crasse. Le toit tenait encore. Et surtout c'était sec. Il posa son sac, inspira profondément. L'air sentait le plâtre et la poussière, mais il ne pleuvait pas à l'intérieur. Kaiser explora chaque recoin. Flairant le sol, reniflant les murs. Enfin, il revint, tourna 2 fois sur lui-même et s'allongea en soupirant. Sa tête reposa sur ses pattes. Il ferma les yeux. Ils avaient trouvé refuge. Luke s'assit à son tour, le dos contre le mur, la main sur le flanc chaud du chien. Dans le silence de l'usine morte, son cœur cessa un instant de battre au rythme de la peur. Ici, au milieu du néant, ils avaient enfin un port glacé, précaire, mais réel. Le matin, la lumière grise filtra à travers la vitre sale. La vérité du jour était implacable. Le refuge tenait debout, mais la température à l'intérieur rivalisait avec celle du dehors. Luke se redressa, engourdi, les articulations douloureuses. Kaiser, déjà éveillé, le fixait calmement, sa respiration dessinant des nuages dans l'air glacé. Ce regard, Luke le connaissait. C'était la faim. Son propre estomac se contracta.
Il fouilla dans son sac. Le verdict fut cruel, une demi-sachet de croquettes pour Kaiser, un quignon de pain dur pour lui. Dans sa poche, il restait 73 $ et quelques pièces, enfermées dans un petit sac en plastique et les derniers restes de sa pension d'invalidité. Pas de quoi payer une chambre, ni même une vraie ration pour deux. Luc resta un moment immobile, le regard perdu dans le vide. Puis il rompit le silence. On va s'en sortir, mon vieux. D'une manière ou d'une autre. Kaiser leva la tête, comme s'il comprenait. Et dans ce simple geste, Luc sentit renaître une étincelle. Minuscule, fragile, mais réelle. Celle d'un homme qui, même au fond du froid et de la ruine, n'avait pas encore cessé d'espérer. La nourriture ne durerait que quelques jours encore. C'était à peine suffisant pour survivre, mais trop pour rester immobile à attendre la fin. Luc se souvenait soudain d'un vieux prospectus humide ramassé à un arrêt de bus quelques jours plus tôt. Une publicité qu'il avait à peine regardée avant de la glisser machinalement dans la poche de sa veste. Il fouilla et en sortit le papier froissé. Pinridge Storage vente aux enchères d'unités. Impayé au paiement comptant uniquement. Un pari désespéré. Il savait que ces ventes attiraient surtout des professionnels, des habitués qui connaissaient les ficelles du métier. Mais parfois, disait-on, on y trouvait quelque chose, des outils, un meuble en bon état, n'importe quoi qu'il pourrait revendre pour un petit profil juste assez pour acheter un sac de croquettes et tenir une semaine de plus. Qu'en penses-tu, mon vieux? Murmura Luc en montrant le flyer à Kaiser. Le berger allemand renifla le papier, éternua, puis le regarda comme s'il comprenait. Oui. C'est une chance, la seule qu'on ait. Il partagea le reste des croquettes, avala un morceau de pain rassis, puis verrouilla du mieux qu'il put le petit bureau où il dormait parfois. Ensemble. Ils se glissèrent dans la ville glaciale, enveloppée par le vent coupant de Pittsburgh. Le complexe de Pinridge Storage se trouvait à la lisière industrielle du sud de la ville, un alignement monotone de bâtiments gris aux portes roulantes bleu vif. Une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées près du bureau principal, la plupart vêtues chaudement, certains accompagnés de pick UPS et de fourgonnettes vides. Tous semblaient confiants, expérimentés. Luc, avec sa vieille veste de cuir usé et son chien à ses côtés, se sentit immédiatement à part. Il tira sur son col pour se protéger du vent et resta en retrait du groupe. Un homme portant un gilet orange fluorescent par-dessus un manteau épais s'avança, un clipboard à la main. Sa voix était rapide, tranchante. Rythmée, une voix faite pour l'enchère. Bienvenue à Pinridge, tout le monde. Vous connaissez les règles, on regarde, on ne touche pas. Paiement comptant, libération du box sous 48 heures. Allons-y. Il fit signe à un employé, qui brisa le premier cadenas. Le métal grinça tandis que la porte se soulevait dans un bruit de ferraille. Pendant une heure, Luc observa ses espoirs s'éteindre. Un à un. Les professionnels passaient d'un box à l'autre avec une efficacité redoutable, un coup de lampe torche, un calcul rapide, une enchère, et s'était plié. Un box rempli de vieux meubles. Parti à 800 $. Un autre, regorgeant d'outils et de machines, grimpa à 1200 $. Luc, lui, ne bougeait pas. Il se contentait de caresser la tête chaude de Kaiser, tentant d'ignorer le vide qui lui creusait l'estomac. Puis l'homme au gilet annonça. Dernier box pour aujourd'hui, unité 412, 9 mois de retard de paiement. On coupe le cadenas. Le bruit sec du coupe-boulon claqua comme une sentence. La porte résista, puis s'ouvrit d'un coup, dans un gémissement métallique. Les lampes s'allumèrent. Quelques secondes de silence, puis des soupirs. Les acheteurs, un à un, tournèrent les talons. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Lança l'homme en essayant de maintenir l'énergie. Luc s'approcha. Ce qu'il découvrit ressemblait à une décharge, des cartons affaissés. Trempés, moisis, une lampe brisée, des sacs poubelles éventrés d'où dépassaient des vêtements tachés et humides. L'odeur de moisissure et de papier pourri lui monta au nez. On commence à 50 $. Annonça l'homme. Personne ne répondit. Allez, 20 $? Quelqu'un? Silence. Puis, en soupirant, il repéra Luc au fond du groupe. Toi, avec le chien. 20 $, et c'est à toi. Luc sentit son cœur battre fort.
C'était une pile d'ordures, mais c'était quelque chose. Il pensa aux 70 $ dans sa poche. Je donne 50, dit-il, la voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Un homme qui s'éloignait lança. Par provocation. 60. Le ventre de Luc se serra. 70, répondit-il aussitôt. C'était tout ce qu'il avait. L'autre haussa les épaules et s'éloigna en riant. Adjugé à 70 $, au monsieur avec le chien. Cria l'homme, soulagé. Luc remit les billets froissés, la main tremblante. Il était maintenant totalement fauché. Elle est à toi, 48 heures pour vider le box, dit l'homme. Plus doux cette fois. Il jeta un regard à Kaiser. Beau chien. Bonne chance. Quand le dernier camion quitta le parking, le silence retomba. Le vent siffla entre les bâtiments. Luc resta seul. Face à la bouche noire de l'unité 412. Eh bien, mon vieux, voyons un peu ce qu'on a acheté. Dès qu'il entra, l'odeur le frappa de plein fouet. Il sortit sa lampe et balaya les lieux. Le spectacle était pire encore que ce qu'il avait imaginé, les cartons pourrissaient, se désintégraient dès qu'il les touchait, révélant des masses informes de journaux et de magazines collés par l'humidité. Pendant 1 heure, il fouilla sans rien trouver de valeur. Pas d'outils. Pas de meubles. Juste des couvertures mitées, des assiettes ébréchées, des livres jaunis qui se désagrégeaient. Entre ses doigts. Il venait de dépenser ses 70 $ pour un tas d'immondices. Le poids de son échec lui tomba dessus comme le froid de l'hiver. Il avait échoué. Il avait encore échoué devant Kaiser. Devant lui-même, devant cette vie qu'il n'arrivait pas à redresser. Il s'assit contre le mur de béton, la tête dans les mains, submergé par ce vieux sentiment qu'il connaissait trop bien, la honte. Puis un bruit. Léger, mais obstiné. Un grattement. Luc leva les yeux. Kaiser, au fond du box, se tenait debout contre le mur du fond à un panneau de contreplaqué taché, bon marché, qui couvrait toute la paroi. Le chien reniflait, grattait, geignait doucement. Kaiser, laisse ça. C'est sûrement des rats. Mais le chien ne bougea pas. Il grattait plus fort, déterminé. Luc poussa un long soupir. Bon, très bien. Montre-moi ce que tu veux me dire. Il se releva, les genoux douloureux, et s'approcha. La lampe révéla les marques sombres sur le bois et des lignes. Étrangement droites, parallèles. Pas de simples taches d'eau, des jointures. Son cœur fit un bond. Ce n'était pas un mur, mais un panneau amovible. Il posa la main dessus. Le bois bougea légèrement. L'air qui s'en échappait était froid. Luc jeta un œil autour de lui et aperçut un vieux démonte-pneus rouillé, à moitié enfoui sous des chiffons. Il le saisit, le coinça dans la fente et força d'eux. Toutes ses forces. Le contreplaqué céda avec un craquement sec. Les clous arrachés tombèrent dans un bruit métallique. La planche bascula et tomba sur le sol poussiéreux. Un souffle d'air glacé s'échappa du vide. Kaiser renifla, frémissant. Luc braqua la lampe dans l'ouverture. Derrière le panneau se cachait un espace étroit, à peine 2 pieds de profondeur, coincé entre le contreplaqué et le véritable mur en béton. Une cavité artificielle, soigneusement dissimulée. Et à l'intérieur, 3 objets. Ils n'étaient pas jetés au hasard, ils étaient posés avec soin. Luc sentit son cœur battre fort, plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Il s'agenouilla, ordonna doucement à Kaiser de rester, et tendit la main dans le renfoncement. Le premier objet était une petite boîte en bois sombre, lisse, lourde d'histoire. Du bois noble, peut-être du mahogany, poli par le temps. De la taille d'un livre, légère, presque trop légère. Le second était une grande chemise. Cartonnée, gonflée de papier. La languette était scellée par un cercle de cire rouge, épais, marqué d'un sceau qu'il ne parvenait pas à déchiffrer sous la lumière tremblante. Le sceau était intact. Le troisième objet reposait tout au fond. Luc dut s'étirer pour l'atteindre. C'était une boîte métallique, noire, lourde. Pas une simple caisse, un coffre militaire, solide, muni de 3 serrures. À combinaison. Le métal était froid sous ses doigts. Il tira les 3 objets hors de la cachette et les posa sur le sol. Le silence s'épaissit.
Le vent gémissait au loin, mais dans ce petit espace. Le monde semblait suspendu. Autour de lui, les sacs poubelles, les papiers moisis, tout cela n'avait plus d'importance. Ce n'était pas un box rempli d'ordures. C'était un secret, enfoui depuis longtemps, gardé par des couches de poussière et par le hasard qui avait mené Luke jusqu'ici. Kaiser s'approcha, posa sa tête contre le bras de son maître et gémit doucement. Luke resta là, immobile, fixant les trois objets mystérieux. Il sentait son cœur reprendre vie, son souffle redevenir plus profond. Pour la première fois depuis des mois, il ne ressentait plus seulement la faim ou le froid. Il ressentait l'espoir. Et dans ce silence chargé de mystère, il sut qu'il venait de découvrir quelque chose qui allait changer sa vie et peut-être même la sauver. L'attention de Luke se fit soudain plus dense, presque palpable. Kaiser, le chien, l'a senti avant même qu'il ne bouge. « C'est bon, mon grand, murmura Luke d'une voix rauque. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu l'as trouvé. Oui, tu l'as trouvé. Il eut un instant l'envie d'ouvrir immédiatement les boîtes découvertes, mais un frisson d'instinct lui remonta l'échine. La porte du box était grande ouverte. Il était découvert, vulnérable. Le propriétaire du lieu avait son nom sur le reçu, ce n'était pas le moment de prendre des risques. Son regard glissa sur le contenu, la boîte métallique, massive. Verrouillée par 3 cadenas, un avertissement silencieux, n'ouvre pas. La boîte en bois, plus modeste, semblait renfermer des souvenirs personnels. Mais c'est le dossier scellé à la cire rouge qui attira surtout son attention. Ce sceau ancien, craquelé, semblait promettre des réponses, peut-être même un sens à tout ce chaos. « On rentre » dit-il d'une voix ferme. Il remit rapidement en ordre ses maigres affaires. Le petit coffret de bois et le dossier scellé trouvèrent place au fond de son sac. La boîte métallique, trop lourde pour y tenir, fut enveloppée dans son propre sac de couchage. Il sacrifia ainsi sa chaleur pour dissimuler ce qu'il venait de déterrer. Le paquet sous son bras pesait lourd, mais l'adrénaline lui donnait une force nouvelle. Il abaissa la porte roulante du box, la laissant entr'ouverte d'un pied, juste assez pour se glisser dehors. D'un coup de pied, il remit la planche de contreplaqué devant l'ouverture, un camouflage dérisoire, mais suffisant pour tromper un regard pressé. Le trajet du retour vers les ruines de Meridian Steelworks se fit dans un brouillard d'hypervigilance. Chaque phare de voiture, chaque sirène au loin, faisait tressaillir les muscles de sa nuque. Le poids du paquet sous son bras lui rappelait à chaque pas le danger qu'il portait. Kaiser, tendu lui aussi, marchait à son flanc dans un silence attentif, oreilles dressées, humant chaque ombre. Quand ils franchirent enfin la clôture brisée du vieil aciérie et retrouvèrent le silence caverneux des lieux, Luke sentit une première vague de soulagement. Il traversa le sol jonché de débris jusqu'à la petite salle de sécurité en briques, leur refuge, froid mais sec. Il referma la porte, coinça une chaise cassée sous la poignée, un geste inutile, mais qui lui donnait l'illusion d'une barrière entre lui et le monde. Il s'assit sur le sol. Kaiser vint se blottir contre son dos, sentinelle vivante et chaude. Luke alluma sa lampe torche, la posa contre le bureau rouillé et orienta le faisceau vers le sol. Lentement, il défit le sac de couchage et posa la boîte métallique à côté de lui. Les cadenas étaient solides, inviolables sans outil. Il laissa tomber. Il caressa la surface lisse du coffret de bois, l'objet évoquait des lettres anciennes, des photographies jaunies. Enfin, il prit le dossier en main. L'épaisseur des pages, le seau de cire, tout en lui respirait le poids des années. Il inspira profondément, l'air glacé lui mordit la poitrine. Puis il brisa le seau. Le craquement sec résonna dans la petite pièce. À l'intérieur, un paquet de feuilles pliées. Sur la première, une écriture tremblait, encre bleue pâlie. Il lut à haute voix, à peine un souffle. Mon nom est Theodore Lawson. Si vous lisez ceci, c'est que je suis mort. Le sang de Luke se glaça. Je vis dans la peur depuis 29 ans. Je suis un lâche, et je prie pour que Dieu ait pitié de mon âme. Mais je ne peux pas mourir sans laisser la vérité derrière moi. Ce que j'ai caché ici est la vérité sur mon frère, Jonathan Lawson. John était un homme bon, le meilleur d'entre nous. Il a été assassiné. Luke s'interrompit.
le cœur battant à tout rompre. Il leva les yeux vers la boîte noire. Assassiné. Il reprit la lecture, haletant. C'était en 1996. John était un militant. Il croyait en la justice, en la vérité. Il avait découvert un scandale, un véritable complot impliquant des hommes puissants, capables de faire disparaître quiconque s'opposait à eux. John voulait révéler tout cela à la presse. Il avait des preuves. Je l'ai supplié de ne pas le faire, de penser à sa fille, à sa famille. Mais il était courageux. Plus que je ne l'ai jamais été. Ils ont mis en scène un accident. Une fuite de gaz, une explosion dans son bureau. En une semaine, l'enquête était close. Tragique, disaient les journaux. Ce n'était pas une tragédie. C'était une exécution. Luc sentit son estomac se nouer. Je savais qu'ils avaient tué mon frère, et ils savaient que je le savais. J'ai pris les preuves qu'il avait rassemblées et je les ai cachées. Puis j'ai fui. J'ai laissé son nom être sali. Son héritage enterré. J'ai eu peur qu'il vienne pour moi, ou pour sa fille. La boîte métallique contient les preuves, registres, rapports, photographies. La boîte en bois contient ce qui reste d'eux. Sa vie, des souvenirs, des images de sa fille Audrey. Je paie encore ce box avec mes dernières économies. Quand je mourrai, les paiements cesseront. Peut-être que celui qui le trouvera ne sera qu'un chercheur de trésors. Peut-être qu'il sera la réponse à ma prière. Si vous avez du courage, de la décence, faites ce que je n'ai pas pu faire. Ne laissez pas la lumière de John s'éteindre. Donnez cette vérité à sa fille. Donnez-la au monde. Luc resta immobile. Il relut la lettre une fois. Puis une deuxième. Puis une troisième. Les mots se mirent à se brouiller. Il n'était plus dans le bureau délabré. Il était ailleurs. Dans un souvenir. Le parfum âcre du désinfectant, la voix glaciale d'Alex Hunter. Erreur d'opérateur. Le contrat est vital. Tout s'éclairait soudain. C'était le même schéma, une couverture, un sacrifice, un innocent écrasé pour protéger les puissants. Luc baissa les yeux vers la boîte noire. Elle n'était plus seulement un objet. C'était un cercueil. Le tombeau d'une vérité étouffée. Il pensa à Dean, mort et calomnié. À Jonathan Lawson, assassiné et oublié. À Théodore, consumé par la peur, enseveli vivant dans sa culpabilité. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une trouvaille fortuite. C'était une épreuve. Il passa une main sur son visage. Son souffle tremblait. Il comprenait à présent, ses 70 derniers dollars, son dernier espoir, il ne les avait pas perdus. Il les avait investis dans une mission. Un fantôme lui demandait de faire ce qu'il n'avait pas su faire pour Dean, se battre. Le faisceau de la lampe torche découpait la pièce en deux, lumière crue, ombre totale. Le froid y était si dense qu'il semblait avaler les sons. Luc, assis sur le sol, tenait sur ses genoux page tremblée de la confession de Theo Lawson. Kaiser, sentant la tension nouvelle, colla son corps massif contre le sien, solide, fidèle, vivant. Luc relut encore. Cette fois, il ne lisait plus en étranger. Il lisait en témoin. Sous la lettre de confession, il découvrit d'autres pages, le récit complet de l'affaire. Theo y décrivait son frère, deux opposés. Là où lui était prudent, John était intrépide. Là où il craignait le risque, John y voyait une chance de changer les choses. John Lawson, militant écologiste, croyait que les blessures de Pittsburgh pouvaient être guéries. En 1995, il avait racheté de ses propres économies la scierie abandonnée de Meridian Steelworks. Un lieu empoisonné, saturé de métaux lourds. Il voulait dépolluer le terrain, y bâtir un centre communautaire. Mais un autre homme convoitait la même parcelle. Son nom, Calvin Bishop. Même Luc, déconnecté du monde, connaissait ce nom. Il figurait sur les gratte-ciel, les universités, les panneaux de luxe du centre-ville. Un magnate de l'immobilier, plus proche d'un souverain que d'un entrepreneur. Selon Theo, Bishop voulait le terrain non pas pour le nettoyer, mais pour le recouvrir et ses crimes avec. Il projetait d'y ériger un immense dépôt commercial, profitant de la proximité de la rivière. Pour cela,
il devait faire reclasser la zone, de terrain toxique à zone commerciale. John avait trouvé les preuves du mensonge, rapports environnementaux falsifiés, pots de vin à des élus municipaux, études truquées. Tout un système corrompu. Il s'apprêtait à révéler tout cela à la presse. La suite, Luc la connaissait déjà. Une explosion. Un rapport d'accident. Une enquête expédiée. Une mort accidentelle. Théo écrivait. Après l'enterrement, les hommes de Bishop sont venus me voir. Calme. Courtois. Ils parlaient du futur de la ville. Ils disaient qu'il serait tragique qu'Audrey, la fille de John, perde aussi son oncle. J'ai compris la menace. J'ai signé les papiers. J'ai vendu. J'ai fui. Mais Théo avait commis un acte de résistance minuscule. J'ai gardé le titre de propriété original. Le véritable acte notarié du terrain. Je leur ai donné des copies, mais pas l'original. Il est dans la boîte métallique, avec les preuves. Luc sentit la révélation s'imposer. Bishop possédait le terrain, oui, mais illégalement. Le titre original contredisait ses droits. Voilà pourquoi, depuis 30 ans, Meridian Steelworks demeurait à l'abandon, un monument de rouille et de silence, figé dans un no man's land juridique. Il replia les pages avec soin et les remit dans la chemise. Son regard se posa sur la boîte noire, scellée, muette. 3 cadenas, gardiens de la vérité. Et alors, son esprit se déchira. Les images de son passé surgirent, la poussière, le vacarme des machines, le rire de Dean au moment où le treuil cédait. Le choc. Le cri. Puis, la voix du capitaine Hunter. Le contrat est vital. Un contrat contre une vie. Dean sacrifié pour couvrir un mensonge. John Lawson, lui aussi, avait payé le prix. Un homme juste, détruit pour avoir défié les puissants. Luc sentit monter en lui une colère qu'il croyait morte. Pas la rage explosive du soldat brisé, mais une flamme plus pure, plus acérée, la colère d'un homme qui reconnaît l'injustice et refuse de se taire. Son souffle se fit lent, maîtrisé. Kaiser leva les yeux vers lui, silencieux. Dans la lumière tremblante de la lampe, les ombres du passé semblaient danser sur les murs écaillés. Luc comprit que cette découverte n'était pas une coïncidence. C'était un appel. Un héritage à défendre. Et pour la première fois depuis longtemps, il sut exactement ce qu'il devait faire. Il avait échoué. Échoué envers Dean. Envers les hommes qu'il avait juré de protéger. Lui, ancien sergent, autrefois responsable de ses frères d'armes, avait laissé Alex Hunter le réduire au silence, avait laissé le mensonge triompher. Cette faute l'avait brisé. Elle lui avait coûté sa carrière, sa foi, sa place dans le monde. Depuis, il errait comme un fantôme dans les ruines de sa propre vie. Mais le geste lâche de Théo Lawson venait de rallumer une flamme qu'il croyait éteinte pour toujours. Ce combat n'était plus seulement celui de John, c'était aussi le sien. C'était le même combat, celui de tous les impuissants contre les puissants, de ceux qui se dressent contre la corruption, de ceux qui choisissent la vérité, même quand elle pèse lourd, contre le mensonge, même quand il rassure. Luc Morgan serra les poings. Il ne faillirait plus. Il pensa à la dernière partie de la lettre, à cette petite boîte en bois, aux photos d'Audrey, la fille que Théo n'avait pas eu le courage de protéger. Il prit la boîte entre ses mains calleuses. Le bois était lisse, usé par le temps. Elle n'était pas verrouillée. Il souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, sur un velours fané, reposaient quelques objets. Un dessin d'enfant représentant 2 silhouettes se tenant la main, légendé, Daddy and Me, un petit médaillon d'argent, et une pile de photographies jaunies. Luc en tira une. Un jeune homme au sourire franc, au regard lumineux, les cheveux indisciplinés, John Lawson. Dans ses bras, une fillette de 6 ou 7 ans, aux yeux pétillants, aux couettes espiègles, Audrey Lawson. Elle riait à plein poumon, insouciante, heureuse. Aujourd'hui, cet enfant devait être une femme dans la trentaine, une femme qui avait grandi en croyant que son père était mort dans un accident. Une femme à qui on avait volé l'héritage de vérité et de courage laissé par cet homme. Luc contempla longuement la photo. Dans ce sourire, il trouva son nouveau but. Il n'était plus simplement un
vagabond cherchant à survivre à l'hiver, il redevenait un soldat. Et il venait de recevoir ses ordres. Il remit soigneusement les photos dans la boîte, la plaça avec le dossier scellé dans son sac à dos. Devant lui, le lourd coffre métallique verrouillé demeurait, massif, inébranlable l'objectif. « C'est bon, mon grand », murmura-t-il à Kaiser, le chien qui l'observait en silence, tête penchée, percevant le changement d'énergie dans l'air. Le berger allemand laissa échapper un petit gémissement inquiet. « C'est fini de se cacher, » dit Luc, la voix ferme, lavée du désespoir. « On a une mission, maintenant. » Il devait ouvrir ce coffre. Mais avant tout, il devait trouver l'héritière. Il devait retrouver Audrey Lawson. Le poids du coffre, triple verrouillé, lui pesait sur l'âme autant que sur le dos. C'était plus qu'un objet, c'était la preuve, la vérité, la mission tout entière. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le garder sur lui. Après une nuit blanche passée dans le bureau glacé de la société de sécurité, à veiller sur la boîte à la lumière déclinante de sa lampe torche, Luc prit une décision. Il était un soldat sans base. Porteur d'un renseignement vital qu'il devait mettre à l'abri. Il emballa le coffre dans son sac de couchage et se rendit, Kaiser à ses côtés, vers le vaste bâtiment déserté des aciéries Méridian. L'air y était lourd de poussière et d'échos métalliques. Il avançait d'un pas calculé, silencieux, habitué à se fondre dans les ombres. Dans un ancien tunnel d'entretien effondré, il trouva ce qu'il cherchait, une lourde plaque de fer rouillé. Avec un démonte-pneu, il la souleva lentement, révélant un étroit espace sec en dessous. Il y déposa le coffre, le recouvrit de son sac de couchage. Puis replaça la plaque, répandant de la poussière et des débris par-dessus jusqu'à ce que tout semble intact. La petite boîte de bois et la lettre de Théo, en revanche, restèrent dans son sac. Celle-là, il ne s'en séparerait pas. Pour poursuivre sa mission, il avait besoin d'informations, et pour cela, il lui fallait de la technologie. Un seul endroit en ville pouvait lui offrir cet accès. Sans poser de questions, la bibliothèque Carnegie, à Auckland. Le trajet fut tendu. Luc et Kaiser prirent le bus, l'animal posant la tête sur le genou de son maître. Quelques passagers les observaient avec méfiance, mais personne ne dit rien. Devant eux se dressait le majestueux bâtiment de pierre blonde, une cathédrale du savoir et du silence. Sur la porte d'airain, une pancarte froide. Aucun animal autorisé sauf chien d'assistance. Kaiser, malgré son intelligence et sa loyauté, n'était pas enregistré comme tel. Luc sentit sa gorge se serrer. Depuis plus de 2 ans, il n'avait jamais quitté son compagnon plus de quelques minutes. Le chien était son ancre, la preuve vivante qu'il appartenait encore à ce monde. Il le mena jusqu'à une colonne de pierre à l'abri du vent. « Je dois y aller, mon vieux », chuchota Théil, la voix tremblante. « Tu dois m'attendre. »« Je reviendrai, c'est promis. » Kaiser gémit doucement, pressant sa tête contre la poitrine de Luc. Ce contact, ce lien silencieux, valait toutes les paroles. Luc attacha la laisse au pilier, ses mains légèrement tremblantes. « Garde. Attends. » Puis il recula lentement. Pas après pas, jusqu'à ce que les lourdes portes se referment entre eux. Le contraste fut brutal. Du froid mordant, Luc passa à une chaleur feutrée. À l'odeur apaisante du papier ancien. Des étudiants studieux, des lampes tamisées, des écrans lumineux, un autre univers. Il se sentit immédiatement déplacé. Sa veste de cuir râpée, sa barbe. La saleté incrustée sous ses ongles tout tranchait avec la propreté silencieuse du lieu. Il baissa les yeux, ignorant le regard curieux de la bibliothécaire, et gagna un coin discret où se trouvaient les ordinateurs publics. Il s'assit, prit une grande inspiration et posa ses doigts engourdis sur le clavier. L'ancien soldat devint traqueur de vérité. Recherche, Jonathan Lawson, 1996. Pittsburgh. Les archives numériques répondirent en quelques secondes. Des coupures de presse apparurent. Fuite de gaz tragique, la communauté pleure John Lawson, enquête conclue à un accident. Les articles étaient concis, cliniques, définitifs. John Lawson y était présenté comme un militant idéaliste, peut-être imprudent. Tout correspondait à ce que Théo avait décrit. Un mensonge poli, refermé depuis 30 ans. Luc serra les dents. Puis il tapa. Calvin Bishop.
L'écran se remplit aussitôt d'articles, d'éloges, de photos. La Bishop Corporation offre 5 millions au Children's Hospital. Calvin Bishop, philanthrope de l'année. La nouvelle tour Bishop va redéfinir le paysage de Pittsburgh. Luke sentit la nausée lui monter. C'était Alex Hunter, encore, mais Empire, un meurtrier devenu monument. Un homme sanctifié par sa richesse, protégé par le vernis de la charité. La colère fit trembler ses mains. Il pensa à Dean. À ce mensonge qui avait détruit leur unité. Le même mensonge, maintenant gravé dans la pierre et l'acier d'une ville entière. Mais il n'était pas venu pour le tueur. Il était venu pour l'héritière. Recherche, Audrey Lawson, Pittsburgh. Les premiers résultats étaient des homonymes sans intérêt. Puis, soudain, un article récent, daté d'il y a 3 semaines. L'activiste Audrey Lawson conteste le projet riverain de la Bishop Corporation. Le cœur de Luke battit plus fort. Il ouvrit la page. La photo montrait une femme d'une trentaine d'années, déterminée, les yeux aussi vifs que ceux de la petite fille de la photo. Elle se tenait derrière un pupitre, pointant une carte avec assurance. L'article expliquait qu'Audrey Lawson, directrice d'une association citoyenne, dénonçait les études environnementales truquées de la société Bishop et leurs effets négligés sur les quartiers pauvres. Luke resta immobile, bouleversé. Elle était toujours là. Et sans le savoir. Elle menait déjà le combat de son père. Face au même ennemi. Armé seulement de faits, tandis que l'assassin de son père se drapait dans le prestige et le pouvoir. Il devait la contacter. Il trouva le site de son organisation. Une page, contactez-nous. Mais il savait, un email serait traçable, dangereux. Ce genre d'homme avait des yeux partout. Il devait agir à l'ancienne, comme un soldat derrière les lignes. Il nota l'adresse du bureau, un petit local du centre-ville. Puis il se rendit à la boutique de souvenirs attenante à la bibliothèque. Avec ses dernières pièces, il acheta une simple carte vierge et une enveloppe timbrée. Assis à une table de lecture, il prit son stylo. Son écriture, anguleuse et irrégulière, trahissait les années de service et les tremblements de ses blessures. Il rédigea lentement. Mademoiselle Lawson. Vous ne me connaissez pas. J'ai retrouvé quelque chose ayant appartenu à votre père. Jonathan Lawson, datant de 1996. Il s'agit d'une affaire privée, d'une importance capitale. Je crois qu'il tentait de protéger ces informations avant sa mort. Je ne peux pas les envoyer par voie électronique, ni venir à votre bureau, ce ne serait pas sûr. Si vous souhaitez les voir, vous devrez me rencontrer. Je prends un grand risque en vous écrivant. Luke s'interrompit. Il fallait qu'elle comprenne que ce n'était pas un canular. Il sortit la boîte de son sac, prit la photo la plus claire, John, souriant, sa fille Audrey juchée sur ses épaules. Il joignit également une copie d'un passage de la lettre de Théo parlant de John et du projet Méridien, sans mentionner le meurtre. Il passa les 2 feuilles dans la photocopieuse et glissa la copie et la photo dans la carte. Puis il ajouta. Je serai à Shenley Park, près de la fontaine principale, ce samedi à 14 h. Je porterai une veste en cuir marron et j'aurai avec moi un berger allemand gris. Venez seul. Un ami. Il scella l'enveloppe, l'adressa au bureau d'Audrey Lawson, et sortit de la bibliothèque. Kaiser était toujours là, fidèle sentinelle, immobile malgré le froid, tremblant mais vigilant. Dès qu'il aperçut Luke, il bondit, submergé de joie et de soulagement. Luke s'agenouilla, enfouissant son visage dans la fourrure glacée de l'animal. Promesse tenue. Mon vieux, bon chien. Il se releva, la lettre à la main, un simple rectangle blanc contenant un secret vieux de 30 ans. Arrivé devant la boîte bleue du courrier, il resta un instant immobile. Puis il glissa doucement la lettre dans la fente. Le bruit discret du papier tombant dans le métal résonna en lui comme un coup de tonnerre. C'était fait. Le premier geste venait d'être posé. Une guerre silencieuse venait de recommencer. Il n'y avait plus qu'à attendre et à survivre aux 3 jours qui les séparaient du rendez-vous. Le samedi tant redouté arriva comme une épreuve de plus dans la longue descente de Luke. Depuis des jours, lui et Kaiser, son fidèle berger allemand, s'étaient retranchés dans le petit bureau de sécurité abandonné des aciéries Méridien.
Survivant entre 4 murs glacés, prisonniers d'un temps suspendu. Le froid s'infiltrait jusque dans leurs os, et chaque souffle formait un nuage éphémère dans l'air figé. Luc rationnait tout. Les dernières miettes de pain, les restes d'eau, la dernière poignée de croquettes qu'il gardait pour son compagnon. Une nuit, dissimulé par les ombres, il s'était glissé hors du bâtiment pour récupérer la lourde mallette métallique qu'il avait cachée. Il la ramena dans le bureau, la posant dans un coin comme on dépose une relique maudite. Elle demeurait là, silencieuse et menaçante. Promesse d'une rédemption ou d'une damnation. Les réflexes du soldat en lui refaisaient surface. Cette mission, cet rendez-vous avec un contact inconnu, réveillait en lui le vieux démon de la vigilance absolue. Il ne dormait plus. Son dos appuyé contre le mur, il restait éveillé des nuits entières à écouter le vent hurler à travers les squelettes rouillés des structures industrielles. À ses côtés, Kaiser dormait d'un sommeil calme, son souffle chaud contre la main de Luc, unique encre qui le rattachait encore au présent. Le samedi se leva dans une teinte de plomb. Le ciel, bas et violet, semblait prêt à s'effondrer sur la ville. À midi, Luc mangea la dernière ration de pain sec et versa à Kaiser les dernières croquettes. Il caressa doucement sa tête. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, mon vieux, murmura-t-il, ce soir tu mangeras enfin un vrai repas. Je te le promets. » Kaiser leva vers lui ses yeux ambrés, remplis d'une confiance pure que Luc savait ne pas mériter. 1 heure plus tard, ils quittèrent les aciéries, empruntant des chemins détournés jusqu'au parc de Shenli. Le vent balayait les allées désertes. Le grand bassin de la fontaine, choisi comme point de rencontre, était à sec, couvert d'un lit de feuilles mortes et de glace fine. Luc n'approcha pas. Il se posta en hauteur, dissimulé derrière un groupe de chênes nus. D'où il pouvait surveiller la fontaine, le petit café voisin et le parking. À 13h50, son cœur commença à battre au rythme martial qu'il connaissait trop bien. Kaiser se redressa, tendu, prêt à tout. Tout va bien, dit Luc à voix basse. Mais c'était un mensonge. À 13h58, une berline bleue s'engagea sur le parking. Une femme en descendit, refermant la portière d'un geste vif. Luc sentit son souffle se bloquer. C'était elle, Audrey Lawson. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Dans son manteau de laine sombre et ses bottes solides, elle avançait d'un pas déterminé, presque nerveux. Ses cheveux noirs, tirés en queue de cheval, révélaient un visage ferme et concentré. Elle dégageait une énergie de chef de terrain, celle d'une femme habituée à se battre. Mais lorsqu'elle leva les yeux, Luc reconnut aussitôt le regard de son père, les mêmes yeux intelligents et décidés, quoique assombris par la fatigue du monde. Elle s'arrêta près de la fontaine, les bras croisés, scrutant le parc désert avec méfiance. Luc la sentit sur le point de renoncer, ou de s'enfuir. Il inspira profondément. « C'est le moment, mon garçon, » murmura-t-il à Kaiser. Ils sortirent des arbres. Le chien marchait à sa gauche, silhouette grise et silencieuse. Audrey les vit aussitôt. Son corps se tendit, sa main glissa dans sa poche, prête à réagir. Luc s'arrêta à une dizaine de pas, levant une main ouverte, paume vers elle. « Mademoiselle Lawson, dit-il d'une voix rauque, usée par des mois de silence. C'est vous qui avez envoyé la lettre. Dit-elle sans détour. Ce n'était pas une question. Ses yeux allèrent du visage marqué de Luc à Kaiser, puis revinrent sur lui, calculant chaque détail. Oui. Je m'appelle Luc Morgan. Merci d'être venu. Vous avez dit que vous aviez quelque chose de mon père. Si c'est une arnaque, je vous préviens. Luc sentit la tension monter. Elle le prenait pour un escroc. Un marginal cherchant à tirer profit de sa douleur. Il savait qu'il n'aurait qu'une seule occasion de lui prouver le contraire. Lentement, il ouvrit son sac à dos et en sortit la petite boîte de bois. Polie. Il ne la lui tendit pas, il la garda simplement dans ses mains. C'était à lui, dit-il doucement. Le regard d'Audrey se figea sur la boîte. Sa méfiance vacilla. Luc poursuivit. Et à l'intérieur, il y avait ceci. Il sortit la vieille photographie, un homme au sourire franc portant sur ses épaules une fillette rieuse aux couettes défaites. John Lawson et sa fille Audrey. La carapace d'Audrey se fissura instantanément. Elle s'avança d'un pas, prit la photo entre ses doigts tremblants.
Mon Dieu, souffla-t-elle. Je ne l'avais jamais revu. Je pensais que tout avait brûlé dans l'incendie. Ses yeux se levèrent vers Luc, pleins d'une confusion déchirante. Où avez-vous trouvé ça? Luc sortit alors la feuille pliée, usée, tachée d'encre, la lettre de Théo. Lawson, l'oncle d'Audrey. C'était avec, répondit-il. Elle la déplia, lut le texte d'une traite. Lorsqu'elle tomba sur le passage évoquant les aciéries Méridian et le rêve de son père de dépolluer la terre, elle pâlit. Sa main chercha appui sur la pierre glacée de la fontaine. Qui êtes-vous, au juste, demanda-t-elle d'une voix brisée. Un homme qui a trouvé ce que votre oncle a voulu cacher. C'est lui qui a écrit cette lettre, lui qui a dissimulé tout cela. Le nom sembla la frapper comme une lame. Mon oncle Théo. Il nous a dit que tout avait été perdu. Que Pittsburgh était dangereux. Qu'il fallait partir. Il avait peur, dit Luc. Il savait que votre père avait été assassiné. Audrey détourna le regard. Le vent souleva quelques feuilles dans la vasque vide. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix était glacée, presque métallique. Je le savais. Je l'ai toujours su. Ma mère aussi. Jusqu'à sa mort, elle refusait de croire à l'accident. Elle releva la tête, plantant son regard dans celui de Luc. Monsieur Morgan, vous êtes entré dans quelque chose qui vous dépasse. Je crois savoir ce que c'est, répondit-il, songeant à Alex Hunter. À tout ce que cette corruption impliquait. Non, rectifia-t-elle durement. Ce n'était pas un simple mensonge passé. C'est toujours en cours. Sa voix vibrait d'une intensité contenue. Je dirige un collectif citoyen. Depuis 6 mois, nous combattons le projet de réaménagement du front de rivière, mené par la société Bishop Corporation. Luc se souvint aussitôt du nom trouvé sur Internet. Calvin Bishop? Exactement. Et il ne recule devant rien. Mon téléphone est sur écoute. Mon bureau a été cambriolé 2 fois. Des donateurs ont mystérieusement retiré leur soutien. Tout s'effrite autour de moi. Elle s'interrompit brusquement, son regard scrutant les alentours. Mon Dieu, ils doivent nous observer. Ils ont dû me suivre ici. Luc sentit son corps réagir avant même de réfléchir. Son regard balaya le parc, évaluant les angles morts, les lignes de fuite. Il faut partir, dit-il. Vous ne comprenez pas. S'exclama-t-elle. Maintenant, vous aussi. Vous êtes en danger. Kaiser gémit doucement. Luc posa une main apaisante sur sa tête. J'ai encore le reste, dit-il calmement. L'épreuve. Tout ce que Théo mentionne dans sa lettre. C'est enfermé dans une boîte métallique. Caché. En sécurité. Cette fois, Audrey s'arrêta net. Des preuves? Des vrais? Oui. Des registres, des permis, et, le titre de propriété original des aciéries Méridian. Les yeux d'Audrey s'écarquillèrent. Le titre, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas légalement construire. Bishop n'en a jamais eu le droit. Elle inspira profondément. Retrouvant son sang-froid. Nous ne pouvons pas aller à la police. Bishop et la police. Ils confisqueraient tout, et nous serions réduits au silence. Elle sortit son téléphone, hésita. Puis le remit brusquement dans sa poche. Ils écoutent sûrement déjà. Il faut disparaître. Trouver de l'aide. Qui? Demanda Luc. Un homme. Mac Riley. Elle se remit en marche vers le parking. Luc et Kaiser sur ses talons. Ancien agent du FBI, expliqua-t-elle en marchant vite. Il a enquêté sur la corruption municipale à la fin des années 90. 2 ans d'investigation. Il avait découvert que tout remontait à Bishop. Et ensuite? On l'a fait taire. Son équipe dissoute. Son dossier classé, secret, sous prétexte de sécurité nationale après 2001. Il a démissionné. Mais il n'a jamais lâché. Depuis, il travaille en indépendant. C'est le seul homme que je fasse encore confiance. Ils atteignirent la voiture. Audrey ouvrit la portière arrière. Montez. Vous aussi? Le chien.
Luc n'hésita pas. Kaiser bondit sur la banquette, s'installant contre la vitre. L'odeur propre de la voiture lui parut étrangère, presque irréelle. Audrey s'installa au volant. Serra le volant entre ses doigts. Dans sa main libre, la photo de son père tremblait légèrement. « Il a tué mon père », murmura-t-elle. Puis, plus fort, d'une voix chargée de 30 ans de colère. « Contenu. Alors allons voir Monsieur Riley. » Elle démarra. Le moteur rugit dans le froid. Luc observait la ville défiler, Kaiser contre lui, calme et attentif. Audrey conduisait avec une précision glaciale, comme si chaque virage faisait partie d'un plan étudié. « Le bureau de Mac n'est pas sûr, » dit-elle sans le quitter des yeux. « S'il me surveille, on ne peut pas l'y emmener. Il nous faut d'abord les preuves. » « Où sont-elles ? » « Aux aciéries Méridian, » répondit Luc. « Dans le bureau de sécurité. » Elle serra les dents. « Le moulin de mon père. » Les mots sonnèrent comme une prière brisée. Elle tourna le volant vers le fleuve, en direction des ruines de ce qui fut autrefois le rêve de John Lawson, restaurer la terre qu'on avait souillée. Ils quittèrent la route principale pour une voie envahie par les herbes. Audrey arrêta la voiture derrière un PAN de mur effondré, la dissimulant à la vue des passants. « Restez ici, » dit Luc en ouvrant la portière. « Gardez le moteur en marche. Je serai rapide. » Il posa une main sur la tête de Kaiser. « Protège-la, mon grand. » Le chien répondit d'un regard fixe et loyal. Audrey, elle, le suivit du regard. Le cœur battant, serrant toujours dans sa main la photographie de son père, cette petite fenêtre sur un passé heureux, désormais mêlée à un présent prêt à exploser. La nuit du secret. « Non. » dit Audrey d'une voix ferme. « J'y vais. Je dois le voir. » Luc secoua la tête. « Ce n'est pas sûr, pas seulement à cause du bâtiment. Il te surveille, Audrey. » Elle soutint son regard sans faillir. « Alors le seul endroit sûr, c'est près de vous, Monsieur Morgan. Et je ne laisserai pas cette boîte hors de ma vue. » Dans ses yeux brillait la même détermination d'acier que celle qu'avait Sang. D'où animait son père. Luc hocha la tête, résigné. « Très bien. Kaiser, avec moi. Garde. » Le chien, tendu comme un arc, se plaça aussitôt à leur côté. Luc souleva le PAN de clôture qu'il utilisait comme porte, et tous trois glissèrent dans l'ouverture, pénétrant dans l'immense friche industrielle. Leur souffle formait des nuages dans l'air glacé. Le silence de la fonderie désaffectée était oppressant, brisé seulement par le craquement de leurs pas sur les débris gelés. Les poutres d'acier, couvertes de givre, se dressaient comme des squelettes géants. L'endroit semblait mort depuis un siècle. Ils atteignirent enfin la petite guérite de briques. Luc poussa la porte, le grincement métallique résonna longuement dans l'immensité du hangar. « C'est ici », murmura-t-il en entrant. Puis il s'immobilisa. Kaiser, qui marchait juste devant lui, s'était figé net. Le chien ne grognait pas, mais un grondement profond vibrait dans sa poitrine. Sa crête s'était hérissée. Luc sentit aussitôt l'air changer lourd, chargé d'électricité. Il n'était pas seul. « eh bien, dit une voix, lisse et arrogante. Deux silhouettes sortirent de l'ombre, bloquant la sortie. Les hommes portaient de longs manteaux de laine ouverts sur des costumes sombres, sans gants, comme s'ils défiaient le froid. Le premier, la quarantaine, visage lisse et sourire tranchant, respirait l'assurance glaciale des prédateurs en costume. C'était Nick Sullivan. À ses côtés, un colosse silencieux, épaules massives, regard d'acier, Eric Dalton. Le parfait homme de main. Ça suffit, lança Sullivan d'un ton faussement détendu. Ceci est une propriété privée. Vous êtes en infraction. Nous partions justement, répliqua Audrey d'une voix sèche. Sullivan eut un rictus. Ah, mademoiselle Lawson. Nous nous demandions où vous étiez passé. Nous vous avons vu au parc. Vous vous êtes fait un nouvel ami, on dirait. Son regard glissa sur Luc avec dédain. Vous vous mêlez de choses qui ne vous concernent pas, vieux. Cette usine, cette ville, tout ça n'est pas votre affaire. Et votre petite protégée est déjà bien au-delà de ce qu'elle peut comprendre. Kaiser fit un pas en avant, se plaçant entre Luc et les intrus. Le grondement monta,
plus grave, plus menaçant. Dalton bougea imperceptiblement, la main glissant vers l'intérieur de son manteau. Beau chien, dit Sullivan, les yeux mi-clos. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Il s'avança d'un pas. Voici le message, de la part de ceux qui comptent, vous laissez tomber. Vous oubliez cet endroit, vous oubliez cette fille. Retournez sous le pont d'où vous venez. On ne vous le redira pas. Luke ne broncha pas. Son regard croisa celui de Sullivan, calme, tranchant. Le vieil entraînement militaire reprenait le dessus. Il analysa leur posture, leurs mains, les issues. Ces hommes n'étaient pas de simples gardiens, c'étaient des chasseurs, des exécuteurs. Le mensonge qu'il traquait prenait désormais cher devant lui. On s'en va, dit-il d'une voix basse, presque un grondement. Sullivan ricana. Oui, vous partez. Et n'oubliez pas. C'est votre dernière chance. Il fit un signe. Les deux hommes s'écartèrent, ouvrant le passage. Ils ignoraient tout de la boîte. Ce n'était qu'un avertissement. Une mise en garde. Luke attrapa le bras d'Audrey. Vite. Maintenant. Ils reculèrent sans tourner le dos. Kaiser fermait la marche, son regard fixé sur les deux silhouettes. Luke ramassa la lourde boîte métallique qu'il avait cachée. Dans un coin plus lourde qu'un secret, mais l'adrénaline la rendait légère. Ils traversèrent la fonderie au pas rapide, leurs pas résonnant entre les colonnes d'acier, et ne se retournèrent qu'une fois dehors, au-delà de la clôture. Luke lança la boîte dans le coffre, claqua la portière et sauta dans le siège arrière, Kaiser à ses côtés. Go! Audrey n'attendit pas. Le moteur rugit. Les pneus soulevèrent un nuage de gravier. Ils étaient là, dit-elle, haletante, plus furieuse qu'effrayée. Ils nous attendaient. Oui, répondit Luke sombrement. Ils te surveillent. Comme tu le craignais. Mais ils ignorent encore ce qu'on détient. Pas pour longtemps. Alors direction Mac, dit-elle, les jointures blanches sur le volant. Le bureau de Mac Riley se trouvait dans un entrepôt anonyme coincé entre une société de plomberie et un dépôt de pneus abandonnés. Sur la porte, une simple plaque, Riley et Associates Gestion des risques. Audrey ouvrit une porte latérale avec une clé. À l'intérieur, tout respirait la rigueur, mur nu, odeur de café et d'ozone, bureau impeccable. Un homme les attendait, grand, là. Soixantaine, peau sombre, barbe grise taillée avec précision, regard d'une acuité tranquille. Sous sa chemise boutonnée, le cuir d'un étui d'armes trahissait des réflexes qui ne mouraient jamais. Audrey, dit-il d'une voix grave et mesurée, avant de hocher la tête vers Luke et Kaiser. Monsieur Morgan, je présume. Mac Riley, répondit Audrey. Luke Morgan. C'est lui qui a trouvé les preuves de mon père. Luke posa la boîte sur la table. Deux hommes nous ont suivis. Les gars de Bishop. Nick Sullivan et Eric Dalton. Un éclair passa dans les yeux de Mac. Les larbins personnels. De Bishop. Deux ex-flics virés pour corruption. Ils bossent pour lui depuis des années. Son regard se posa sur la boîte. Alors c'était vrai. Posez-la ici. Pendant qu'Audrey et Luke racontaient la découverte du box de stockage, la lettre et la confrontation à l'usine, Mac examina la boîte noire. 3 serrures à combinaison, gravées dans un acier militaire. Du matériel de haute sécurité. Fin des années 80. Pas du bricolage. John Lawson savait ce qu'il faisait. Pouvez-vous l'ouvrir, demanda Audrey, la voix tendue. Mac eut un sourire discret. Le FBI m'a appris à casser bien des choses, et parfois à les réparer. Il alla chercher un petit coffret d'outils et un stéthoscope. Pendant qu'il travaillait, Kaiser fit le tour des lieux, puis se coucha près de la porte. Museau posé sur ses pattes sentinelles silencieuses. Pendant 20 longues minutes, seul le cliquetis métallique des outils troubla le silence. Mac tournait les molettes avec la patience d'un chirurgien, l'oreille collée au stéthoscope. Murmura-t-il en entendant le déclic du premier verrou. Puis le second céda, dans un sneak discret. Le troisième résista plus longtemps. 10 minutes de plus avant que le dernier cliquetis n'annonce la victoire. Mac redressa la tête, satisfait.
3. À toi, gamine. C'est ton histoire. Audrey s'approcha. Ses mains tremblaient. Elle souleva lentement le couvercle. Une odeur sèche d'encre, de cuir et de papier ancien s'en échappa, comme un souffle venu du passé. Mac commença à sortir les objets un à un, les disposant soigneusement sur la table comme des reliques. Objet numéro 1, un journal relié de cuir. Audrey l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de l'écriture nette et précise de son père. Un sanglot lui échappa. Objet 2, un dossier épais permis de zonage de Méridian, 1995. Les documents portaient tous le sceau officiel de la ville. Défaut, dit Mac. C'est la preuve de la falsification. Objet 3, 2 registres comptables reliés. Mac les feuilleta. Des noms de sociétés écrans, des paiements, des dates. Les pots de vin. Tout y est. Et ça, murmura Luc, désignant le fond de la boîte. Mac en sortit le dernier objet, un petit magnétophone à cassette noire. Mon Dieu, souffla Audrey. Il l'a enregistré. Mac examinait encore les registres lorsque Kaiser redressa soudain la tête. Pas un grognement, juste un gémissement aigu, presque imperceptible, puis un grondement sourd. Tous ses muscles étaient tendus. Luc, dit Mac sans lever les yeux. Ton chien? Luc s'était déjà approché. Mac traversa la pièce d'un pas vif, écarta légèrement le store poussiéreux de la fenêtre donnant sur la rue. Il resta figé une seconde, puis laissa retomber le rideau. Merde, souffla-t-il. Audrey, tu avais raison. Tu as été suivi. Ou moi. Il se tourna vers eux, le visage durci. Berline noire garée en face. Phare éteint. 2 hommes à bord. Sullivan et Dalton. Ils savent qu'on est ici, ensemble, avec la boîte. Le ton changea aussitôt. L'agent de terrain remplaça l'analyste. Il faut bouger. Tout de suite. L'air sembla se vider du bureau. Audrey porta la main à sa bouche, suffoquant. Luc, lui, resta calme, son instinct de soldat reprenant le contrôle. Il surveille l'entrée principale, dit Mac, tout en saisissant la boîte. Ils croient nous avoir piégés. Ils attendent qu'on panique. Quel est le plan? Demanda Luc, voix posée, regard d'acier. On se sépare. Mac fourra les registres et le journal dans la boîte. Referma les verrous d'un geste sec. Je prends la boîte et ma camionnette. Ils me suivront, c'est le seul trophée qui les intéresse. Et nous? Murmura Audrey, blême. Derrière le bâtiment, il y a une porte de service qui donne sur une autre rue. Vous sortirez par là. Pas de lumière, pas de bruit. Luc, tu protèges la fille. Kaiser ouvre la voie. Audrey voulut protester. Mais Luc posa une main ferme sur son épaule. Fais-lui confiance. C'est notre seule chance. Mac prit une inspiration lente, puis saisit la boîte et ouvrit la porte principale. Le froid nocturne s'engouffra dans le bureau. Quand je sortirai, comptez jusqu'à 30 et partez. Et surtout ne vous retournez pas. Le grondement du moteur de sa camionnette déchira le silence. Luc attrapa le bras d'Audrey. Ils filèrent vers le couloir arrière, Kaiser trottant devant eux. Le chien s'arrêta un instant, humant l'air, puis poussa la porte du museau. Dehors, la ruelle était sombre. Balayée par un vent coupant. Des flocons commençaient à tomber. Audrey grelottait, mais Luc ne la lâchait pas. Derrière eux, un bruit sec, lointain, un coup de feu. Puis un autre. Le moteur de Mac hurla, puis s'éloigna dans la nuit. Non. Cria Audrey, mais Luc la tira vers l'avant. Cours. Pour lui. Ils disparurent dans l'ombre, fuyant entre les entrepôts déserts. Tandis que la neige effaçait déjà leurs traces. La fuite et la flamme. Toi, Luc, et le chien, sortez par là. Discrètement. Et après, demanda Luc, son sac déjà sur l'épaule. N'importe où. Sauf chez toi, répondit Mac d'une voix dure. Ne rentre pas à ton appartement, Audrey. N'utilise pas ton téléphone, ni ta carte. Ils peuvent tout tracer. Disparais complètement.
Audrey hocha la tête, le cœur battant. Où on se retrouve? On ne se retrouve pas. Pas encore. Je prends la boîte et je vais droit chez Chloé, l'avocate. C'est la seule que Bishop ne peut pas atteindre. Elle la mettra en sécurité. Quand je serai hors de danger, je la contacterai, et elle trouvera un moyen de vous joindre. Maintenant, partez. Max s'élança vers la porte d'entrée, la boîte métallique. Serrée dans une main, ses clés dans l'autre. Luc agrippa le bras d'Audrey. Par ici. Ils se faufilèrent vers l'arrière du hangar, Kaiser glissant silencieusement à leur côté. À peine eurent-ils atteint la porte de service qu'un grondement monta, celui du moteur du camion de Mac, rugissant dans la nuit glaciale. Quelques secondes plus tard, un autre bruit lui répondit, celui d'un moteur. Plus puissant, celui d'une berline noire qui s'élançait à sa poursuite. Le leur fonctionne, murmura Luc. Ils jaillirent dans une ruelle étroite, sans lumière. Le froid mordait leur visage. L'air sentait la rouille et la pluie ancienne. Tout au bout, la rue semblait à des kilomètres. Il les a eus, souffla Audrey, un frisson de soulagement dans la voix. Pas tous, répondit Luc. Brusquement. Écoute. Ils se figèrent. Un bruit se détachait du silence, des pas lourds, rapides, qui frappaient le pavé avec une cadence régulière. Quelqu'un court, dit Audrey, la gorge sèche. Dalton, murmura Luc. Il a dû le déposer plus haut. Il nous coupe la route. Il balaya la ruelle du regard, un canyon de briques sans issue apparente. Par là. Il l'entraîna dans une fente entre 2 bâtiments, un passage étroit encombré de bennes à ordures. Ils se collèrent contre le mur. Kaiser, immobile, se plaça devant eux, oreilles dressées, comme une statue taillée dans la nuit. Les pas se rapprochèrent. L'écho des semelles claquait contre les murs. Puis une ombre massive passa devant leur cachette, Dalton. Ils couraient vers la rue, là où le camion de Mac venait d'eux. Disparaître. On est tiré d'affaire, chuchota Audrey. Attends, souffla Luc. Il compta mentalement. 10 secondes. Puis, comme il l'avait redouté, les pas revinrent. Plus lents cette fois. Dalton avait compris son erreur. Il revenait, fouillant chaque ruelle. Luc s'accroupit près de Kaiser. Vois-le, murmura-t-il. Va, mais pas vers lui. Par là. Attire-le. Le chien comprit aussitôt. Il s'élança dans l'allée opposée, ses pattes frappant la pierre. Puis, à une vingtaine de mètres, il s'arrêta et aboya puissamment. Le son explosa dans le silence, rebondissant sur les murs communs. Coup de tonnerre. Le chien. Gronda la voix de Dalton. Les pas changèrent de direction, s'éloignant dans la nuit. Maintenant, dit Luc. À gauche. Pas de course. Marchez vite, sans vous retourner. Ils sortirent de la cachette et se fondirent dans l'obscurité de la ville. Ils marchèrent longtemps, traversant des terrains vagues et des parcs désertés. Le souffle glacé du vent s'infiltrait sous leurs vêtements, et la chaleur de l'adrénaline s'évanouissait peu à peu. Audrey, d'ordinaire si assurée, trébucha sur un pavé brisé. Luc la rattrapa de justesse. Elle tremblait, haletante. Luc, je n'en peux plus, j'ai froid, ma voiture, mon appartement, je n'ai plus rien. Sous la lueur blafarde d'un lampadaire, elle leva vers lui un regard désespéré. La militante intrépide n'était plus qu'une femme perdue. On ne peut pas rester dehors, dit-elle. Où allons-nous? Sous abri, répondit-il calmement. N'importe quel abri solide. Son regard glissa vers la rivière. Vers la silhouette noire du Meridian Steelworks, cette usine morte qu'ils avaient quittée. Là-bas. Quoi? S'étrangla Audrey. Retourner là-bas? C'est le dernier endroit où il nous chercherait, expliqua-t-il. Il pense qu'on a fui. C'est mon terrain. Je connais chaque recoin. C'est sûr. Audrey blêmit, mais hocha la tête. Kaiser revint alors, surgissant du néant. Le museau bas, les yeux brillants. Il frôla la main de Luc, puis sentit la détresse d'Audrey et posa doucement sa truffe froide contre sa paume. Le chemin du retour fut long, balayé par le vent. Luc avançait avec assurance, son pas boitillant marquant le rythme du vent dans les structures d'acier.
Quand ils franchirent à nouveau la clôture déchirée, Audrey eut la sensation d'entrer dans un cimetière. Les carcasses de machines dressaient leurs ombres monstrueuses. Pour Luc, pourtant, ce n'était pas une tombe, c'était une forteresse. Il la guida à travers les couloirs obscurs, évitant les pièges du sol sans hésitation. Ils atteignirent le petit poste de sécurité, une pièce minuscule et glaciale. Audrey s'y recroquevilla, les bras serrés autour d'elle. « Il fait encore plus froid qu'au dehors, murmura-t-elle. « Assieds-toi, répondit Luc d'un ton ferme. Là, contre ce mur, c'est le plus isolé. Kaiser obéit à un simple geste, il se coucha près d'elle, son pelage épais contre ses jambes. Audrey poussa un léger cri de surprise avant de sentir la chaleur animale se diffuser lentement dans ses muscles tétanisés. Luc, lui, se mit au travail. Ses gestes étaient précis, méthodiques. Il traîna un vieux baril rouillé jusqu'au centre de la pièce, sortit des planches cassées qu'il avait repérées lors d'une reconnaissance, et des feuilles sèches de manifestes trouvées sur le bureau. En quelques minutes, il construisit un foyer rudimentaire. Une seule allumette étincela, un petit souffle d'orange et d'or et bientôt, une flamme dansa dans le baril, projetant sur les murs des ombres mouvantes. Pour la première fois depuis des heures, la pièce respirait. Luc s'assit, silencieux, et sortit de son sac un vieux pot noirci, une bouteille d'eau et un emballage argenté. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il. Une ration militaire. Mange. » Il coupa le bloc compact en deux et lui en tendit la moitié. « Et toi? Et Kaiser? On se débrouillera. Mange. » Elle mordit dans la barre. Sèche, granuleuse, mais miraculeusement nourrissante. Le feu, la chaleur du chien, la nourriture, tout cela ramenait peu à peu la vie dans son corps. Elle leva les yeux vers Luc. Il ne tremblait pas assis devant le feu, les traits sculptés par la lumière, il paraissait à la fois fatigué et invincible. Son regard allait sans cesse vers la porte, vigilant, discipliné. À cet instant, Audrey Lawson ne vit plus un sans-abri. Elle vit un soldat. Un homme d'une dignité silencieuse, capable d'ériger un refuge au cœur d'un monde en ruine. Un homme qui, avec presque rien, lui avait offert chaleur, sécurité et vie. « Tu savais exactement quoi faire, » murmura-t-elle. « Dans l'armée, on apprend à bâtir un foyer avec ce qu'on a, » répondit-il simplement. « À observer. À attendre. Merci, Luc, pour tout. » Il hocha la tête, sans un mot. Kaiser, satisfait, posa sa tête sur les genoux d'Audrey. Ils restèrent ainsi, les trois âmes perdues, veillant dans la nuit, autour de cette flamme fragile. Un îlot de vie dans une mer d'ombre. L'aube finit par se glisser à travers les fissures du mur. La flamme était morte, ne laissant qu'un tas de cendres grises. Luc et Audrey, engourdis, n'avaient presque pas dormi. Kaiser, lui, avait monté la garde jusqu'à la fin. Audrey leva les yeux vers Luc. Dans son regard, il n'y avait plus seulement de la peur, mais une résolution nouvelle. Ce qu'ils avaient traversé ensemble avait tissé un lien indélébile. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant » répondit-il d'une voix rauque, « on reprend la lutte. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. À cette heure précise, un vieux fourgon gris se gara près de la clôture éventrée. Le moteur s'arrêta, la porte s'ouvrit, et Mac apparut, le visage marqué par la fatigue mais le regard vif. Il siffla brièvement. Kaiser dressa les oreilles. « C'est lui » dit Luc avec un soupir de soulagement. « Allons-y. » Ils sortirent du bâtiment. Mac les accueillit d'un signe de tête. « Sullivan et Dalton m'ont suivi jusqu'à la moitié de l'état, » dit-il à voix basse. « Je les ai semés près du stade, mais ils savent qu'on leur échappe. » Il eut un sourire froid. « Tant mieux. Qu'ils cherchent. » Il ouvrit la porte latérale du fourgon. « Montez. » Tous les deux. Kaiser bondit à l'arrière. Luc aida Audrey, encore raidie par le froid, avant de grimper à son tour. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Dans le dernier bastion que nous avons encore, » répondit Mac. « Chez mon avocate. » Le fourgon les emmena non pas vers le centre étincelant de la ville, mais dans une rue ancienne et discrète. Un immeuble en pierre brune se dressait là. Paisible,
avec une plaque de cuivre où l'on pouvait lire. C'est elle, Park à avocate. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Une femme se tenait là, l'exact contraire du chaos qu'il laissait. Derrière eux. D'origine asiatique, la quarantaine élégante, elle portait un tailleur gris impeccable. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon strict, son regard calme, inébranlable. Chloé Park. Leur dernier refuge. Et peut-être, leur première chance de riposter. Les yeux de Chloé Park brillaient d'une intelligence tranquille, rien n'échappait à son regard. Elle incarnait la compétence. Même précise, mesurée, sûre d'elle. Mac, fit-elle en hochant la tête, puis elle s'écarta. Audrey. Monsieur Morgan. Son regard s'attarda sur Luc, le cuir usé de sa veste, les rides de fatigue profondément gravées sur son visage. Elle remarqua aussi Kaiser, couché à ses pieds, calme, attentif. « Il est bien dressé, j'espère » demanda-t-elle. « Ce n'est pas un animal de compagnie. » répondit Luc d'une voix basse. « C'est un garde. » « Parfait. » Elle les guida vers une vaste salle de conférence. Au centre d'une table en acajou luisante, un lourd coffret métallique reposait. Fermé par 3 verrous, comme un vestige ancien enfermé dans un tombeau moderne. Un homme se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Plus jeune que Luc ne l'avait imaginé là. Trentaine à peine, chemise froissée, énergie nerveuse, regard sceptique d'un homme qui a entendu trop de mensonges. « Voici Jake Miller », dit Chloé en guise de présentation. Le meilleur journaliste d'investigation de cette ville. Et le seul en qui j'ai confiance. Voilà une sacrée histoire, murmura Jake. Si elle est vraie. Elle l'est, répondit Audrey d'une voix ferme. Et nous sommes ici pour le prouver. Exactement, approuva Chloé en prenant place en bout de table. Les révélations. Bonjour à tous. Mac, Monsieur Miller et moi avons travaillé. Pendant votre absence, annonça TL en désignant la boîte. Le contenu original est ici. Il est aussi sauvegardé sur un serveur sécurisé, avec des copies dans 3 états. Les registres, le journal. Tout. La microcassette est entre les mains d'un expert audio, le fichier restauré sera prêt demain. Elle entrelaça ses doigts avant de poursuivre. Mais je n'ai pas attendu. En me servant des noms mentionnés dans le journal de John Lawson, j'ai passé des appels. Il s'avère que votre père n'était pas le seul accident lié au projet de Bishop. Audrey releva brusquement la tête. Quoi? 6 autres hommes sont morts dans des accidents prétendument imprévisibles entre 1996 et 1998, sur des chantiers contrôlés par Bishop. J'ai déjà parlé à 3 familles. L'une d'elles, représentée par une certaine Anna Parker, est déterminée à se joindre à notre action civile. Le visage d'Audrey se figea. Ce n'était plus seulement une affaire familiale. C'était une conspiration. Au même instant, le téléphone de bureau de Chloé émit un petit carillon. « Miss Park », dit la voix de son assistante, un certain monsieur Chris est en ligne. Il se présente comme avocat de la Bishop Corporation. Un silence lourd tomba sur la pièce. Luc échangea un regard avec Mac. Celui-ci hocha la tête, sombre, ils avaient été repérés. Chloé appuya sur le haut-parleur. Ici Chloé Park. À qui ai-je l'honneur? La voix qui répondit était lisse, mielleuse, maîtrisée. Bonjour, Miss Park. Je suis Chris, représentant les intérêts de Monsieur Calvin Bishop. Nous avons appris que vous déteniez certains documents appartenant à son organisation. Mon client est un homme raisonnable. Il comprend que des malentendus puissent survenir. Il souhaiterait une brève entrevue informelle pour rectifier la situation. Je ne suis pas certaine qu'il y ait matière à discussion, répondit Chloé, glaciale. Je pense que si, susurra l'avocat. Mon client est disposé à faire une offre généreuse à mademoiselle Lawson pour les effets personnels de son père. Disons, demain, 10 heures, à nos bureaux? Non. 10 heures, ici. Et votre client doit être présent. Pas seulement ses avocats. Un silence suspendu. Puis la voix suave reprit. C'est inhabituel, mais je transmettrai la requête. À demain, 10 heures. La ligne se coupa.
Jake Miller avait déjà le regard brillant du journaliste qui vient de flairer le scoop du siècle. Audrey, elle, tremblait. Il veut nous acheter. Il veut savoir ce qu'on a, rectifia Mac. Luc ne dit rien. Mais sa main se referma lentement en poing. Enfin, il allait le rencontrer, l'homme au sommet de la tour. Le Alex Hunter, de Pittsburgh. La confrontation. À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. 3 hommes entrèrent. Le premier, Calvin Bishop, approchait des 80 ans. Grand, digne, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure. Il avançait avec l'assurance tranquille d'un homme persuadé de posséder le sol sous ses pieds. Sa chevelure blanche encadrait un visage aux traits doux, presque bienveillant, le masque parfait du philanthrope. C'était le nom qu'on lisait sur les façades des hôpitaux. Derrière lui marchait Chris, l'avocat, un élégant attaché-caisse à la main. Le troisième était beaucoup plus jeune, la vingtaine. Costume impeccable mais regard nerveux, Ben Bishop, le petit-fils, héritier désigné de l'empire familial. Luc fixa Calvin Bishop. Derrière la façade de bonté, il ne voyait qu'une ombre. Celle d'Alex Hunter, l'officier qui avait signé le mensonge ayant détruit Dean, son frère d'armes. Une vague glacée le traversa. Sous la table, Kaiser, sentant la tension, émit un grondement sourd. Miss Park. Miss Lawson. Monsieur Riley, dit Bishop d'une voix grave et polie. Voilà bien longtemps. Puis ses yeux se posèrent sur Luc. L'éclat bienveillant disparut aussitôt. Son regard glissa. Sur la veste élimée, le visage marqué, un jugement froid, analytique. Voici donc la source du problème. Asseyez-vous, dit Chloé sans offrir de café. L'avocat prit la parole. Comme je l'ai indiqué, mon client tient à la mémoire de cette ville. Il fut un contemporain de Monsieur Lawson et regrette profondément la tragédie. Pour soulager le fardeau de Mademoiselle Lawson, nous proposons 8 millions de dollars et un accord de confidentialité complet. Audrey leva la tête. Sa voix, claire et stable, résonna dans la salle. La mémoire de mon père n'est pas à vendre. Calvin Bishop esquissa un sourire patient, presque paternel. Ma chère, il s'agit d'un malentendu vieux de 30 ans. Les papiers se perdent, les récits se déforment. Voilà une occasion pour tout le monde de tourner la page, en paix. Personne ne sortira d'ici en paix, Monsieur Bishop, répliqua Chloé. Elle fit glisser un cahier usé sur la table. Le journal de John Lawson. Nous avons les registres, les permis, les preuves des pots de vin. Chris éclata d'un rire bref. Des coïncidences. Les écrits d'un mort. Cela ne tiendra jamais devant un tribunal. Alors, dit Chloé d'une voix calme, vous devriez être plus inquiet des vivants. Elle marqua une pause. J'ai été mandaté par Anna Parker. Le nom tomba comme une détonation. Ben Bishop sursauta. Chris pâlit. Anna Parker représente les familles des 6 autres victimes de vos chantiers. Et elle brûle d'envie d'obtenir justice. Je crois que Monsieur Miller ici présent sera tout aussi impatient d'écrire son article. Le masque de respectabilité de Calvin Bishop se fissura. Son regard se fit d'acier. Et puis, ajouta Chloé, il y a l'enregistrement. Quel enregistrement? Gronda Chris. Celui de votre réunion avec John Lawson, 3 jours avant sa mort. La discussion sur le camouflage des preuves. Un silence glacial s'abattit. Bishop fixait Chloé, son visage pétrifié. Par la colère. L'homme intouchable venait d'être piégé. C'est alors que Ben, le petit-fils, prit la parole, la voix blanche. Grand-père. Si cette histoire sort, nos actions s'effondrent. C'est plus qu'un procès, c'est une extinction. Tais-toi, Ben. Non. C'est aussi mon entreprise, mon avenir. Si la presse s'en empare, le nom Bishop sera détruit. Il se tourna vers Chloé. Pragmatique, calculateur. Que attendez-vous exactement? Chloé esquissa un sourire presque imperceptible. La vérité. Une reconnaissance publique de votre rôle dans les violations de sécurité. Le camouflage ayant causé la mort de Jonathan Lawson et des 6 autres. La création d'un fonds de compensation de 20 millions pour les familles.
et la fondation d'un fonds municipal de 30 millions. Dédié à la sécurité au travail, portant le nom des victimes. Impossible! Explosa Chris. Alors, dit Jake Miller depuis le fond de la salle, mon article paraîtra demain en première page. À vous de choisir. Ben se tourna vers son grand-père. Contrôlez les dégâts, monsieur. C'est notre seule option. Il faut reprendre la main sur le récit. Calvin Bishop resta immobile, le regard vide. Luke comprit soudain, il n'était pas vaincu par la justice, ni par la morale. Il l'était par les chiffres. Par la peur des pertes. Enfin, d'une voix éteinte. Rédigez l'accord. Nous le signerons. La chute du roi. Le silence qui suivit cette phrase fut plus pesant que tous les éclats de voix. C'était le son d'un fantôme qu'on apaise. D'un poids enfoui depuis 30 ans enfin déposé. Calvin Bishop, le géant de la ville, n'était plus qu'un vieil homme las, brisé, vidé. Son petit-fils parlait déjà à l'équipe de communication. Récitant d'un ton mécanique les éléments de langage pour « gérer la crise ». Chloé fit glisser le document finalisé sur la table. Bishop prit le stylo, sa main ferme malgré tout. Il signa d'un geste. Sec, sans émotion, non comme un homme repentant, mais comme un monarque contraint d'abdiquer. Puis, sans un mot, il quitta la salle, suivi de son avocat et de son héritier. Jake Miller, resté seul avec eux, rangea ses notes. L'article sort demain, dit-il. Il inclina la tête vers Audrey et Luc. Merci. Le lendemain. La ville s'éveilla sous un ciel pâle. Sur la une du Poste-Gazette, les lettres noires claquaient comme un verdict. La trahison de Méridian, Bishop admet un camouflage de 30 ans aussi morts liés à la fraude. L'article de Jake Miller était une œuvre d'art journalistique. Il retraçait tout, le meurtre de Jonathan Lawson en 1996, maquillé en accident, les rapports environnementaux falsifiés. Les pots de vin, les 6 autres familles brisées et au cœur de cette vérité, la découverte d'une boîte métallique par un ancien soldat oublié, Luke Morgan. Il lut l'article assis sur un banc. Glacé, le vacarme de la ville s'élevant autour de lui. Entre ses mains, un journal payé avec les $5 que Mac lui avait donnés. À ses pieds, Kaiser reposait, museau posé sur ses pattes. La photo de Calvin Bishop ornait la première page, ce même sourire philanthropique, désormais grotesque, démasqué. Luke pensa à Alex Hunter. À Dean. Il ne ressentit ni triomphe, ni vengeance. Seulement un profond apaisement. Le bruit du monde continuait, indifférent. Mais quelque part, dans le cliquetis lointain d'une serrure, quelque chose venait de se refermer. Et pour la première fois. Depuis 30 ans, le mensonge était brisé. Le passé, enfin, pouvait reposer. C'était la fin d'une guerre qu'il ne savait même plus qu'il menait encore. Le choc fut immédiat, brutal. Presque apocalyptique. Comme Ben Bishop l'avait prédit, son nom devint un poison. Du jour au lendemain, l'empire s'effondra. Les actions de la Bishop Corporation s'écroulèrent à une vitesse vertigineuse, la presse flairant le scandale comme des vautours autour d'une carcasse. Le conseil municipal convoqua une session d'urgence pour examiner, un à un, les contrats que Bishop avait signés. Au fil des années, les institutions autrefois fières de porter son nom à l'université, l'hôpital, les fondations caritatives annoncèrent qu'elles allaient retirer toutes les plaques. Effacer toute trace de lui. L'édifice bâti sur les mensonges, les pots de vin et les corps ensevelis sous le silence finit par s'écrouler sous le poids insoutenable de la vérité. La justice, découvrions alors, n'était pas seulement une victoire morale, c'était une catastrophe économique. Les semaines passèrent. Le froid acéré de l'hiver céda peu à peu la place à la promesse tremblante. Du printemps humide, boueux, mais vivant. Luke et Kaiser étaient toujours au complexe abandonné de Meridian Steelworks. C'était encore leur abri, mais l'endroit avait changé de nature. Ce n'était plus une cachette, c'était un poste de garde. Mac et Audrey passaient régulièrement, apportant de la nourriture, des provisions, et pour Kaiser, d'énormes sacs de croquettes de qualité. Les visages autrefois creusés par la faim et la peur s'étaient adoucis. La survie n'était plus leur seul horizon. Un après-midi de mars, le vent était vif, chargé d'odeurs de métal et de terre. Mouillé. Audrey arriva, le pas rapide,
les yeux brillants d'une énergie nouvelle. Elle trouva Luc en train de renforcer la porte du bureau de sécurité, un travail qu'il exécutait avec la précision silencieuse de ceux qui ont passé leur vie à fortifier des positions fragiles. Luc, lança-t-elle, sa voix pleine d'un enthousiasme qu'il ne lui connaissait pas. Audrey, répondit-il, essuyant ses mains sur un chiffon. Kaiser trotta vers elle et lui donna un coup de museau, digne et affectueux. Le règlement est finalisé, annonça-t-elle, un large sourire illuminant son visage. Les fonds ont été transférés aux familles, y compris celle d'Anna Parker. Les compensations sont versées. C'est terminé. Luc hocha la tête. C'est une bonne chose. Et le terrain? Ajouta-t-elle en balayant du regard la vaste étendue de fer et de rouille. La Chuangju Dep Meridian Co., le vieux moulin de mon père, il est officiellement, incontestablement à moi. Elle inspira profondément. Les promoteurs immobiliers me tournent autour, bien sûr. Ils voient ici des hectares de terrain au bord de la rivière. Ils m'offrent des fortunes pour que je leur vende. Tout ça. Tu vas vendre? Demanda Luc. C'était la conclusion logique. Mais Audrey secoua la tête avec un sourire éclatant. Non. Je ne vends pas. Je vais terminer ce que mon père avait commencé. Luc fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Je vais utiliser l'argent du règlement, l'argent que Calvin Bishop a payé de son propre nom pour reconstruire cet endroit, expliqua-t-elle en étendant les bras. Mais pas pour ériger des condominiums ou des tours de verre. Non. Je vais bâtir une communauté. Ses yeux brillaient d'un feu pur. Des logements abordables pour les familles ouvrières. Un espace vert public. Un centre de soutien communautaire. Elle fit une pause, puis sa voix se fit plus douce. Et une aile entièrement dédiée aux anciens combattants. Un lieu pour les hommes et les femmes comme toi, Luc, ceux à qui l'on a promis un avenir et à qui l'on a tout repris. Luc resta muet. Les mots se perdaient dans le tumulte de ses pensées. C'est magnifique. Audrey. Un bel hommage. Elle secoua la tête. Non, Luc. Ce n'est pas un hommage. C'est un avenir. Puis, d'un ton plus posé. Mais je ne peux pas le faire seul. C'est un projet immense. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer le chantier, superviser la rénovation, la sécurité, l'entretien. Quelqu'un qui connaît déjà ce lieu, qui sait comment tout tient ou s'effondre. Quelqu'un qui sait construire à partir de rien, et protéger les autres. Elle fit un pas vers lui. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Le cœur de Luc battait plus vite. Il baissa les yeux vers ses vêtements usés, ses bottes couvertes de poussière. Audrey, je ne suis qu'un sans-abri. Je ne sais rien d'eux. Stop, l'interrompit-elle, la voix ferme mais empreinte d'une chaleur désarmante. Ne dis pas ça. Je ne t'offre pas de la charité, Luc. Je t'offre un poste. Elle posa une main sur son bras. Je n'oublierai jamais cette nuit dans la ruelle, ni celle passée ici, dans ce bureau glacé. Je suis militante, je parle, je plaide, je proteste. Mais quand le danger est venu, quand j'étais terrifié et à bout, toi, tu es resté calme. Tu as pris le commandement. Tu as allumé un feu. Tu as sécurisé le périmètre. Tu as gardé ton sang-froid et tu m'as protégé. Ses yeux s'adoucirent. C'est cet homme-là que je veux pour gérer ce site. Elle sourit. Alors voilà, je propose au sergent Luc Morgan le poste de responsable de gestion et de maintenance du projet communautaire Méridian. Luc la regarda, incapable de parler. Il sentit une brûlure familière monter derrière ses yeux. Ce qu'il voyait dans le regard d'Audrey n'était pas de la pitié. C'était du respect. Une reconnaissance simple, professionnelle, humaine. Il avait été un fantôme pendant si longtemps qu'il en avait oublié ce que cela faisait d'être vu. Il toussa légèrement, sa voix rauque. Oui. J'accepte. 6 mois plus tard, le Meridian Steelworks était méconnaissable. Les hurlements du vent dans les structures d'acier brisées avaient été remplacés par le vrombissement des bulldozers. Le chant aigu des scies et les cris rythmés des ouvriers. Les sections les plus dangereuses du vieux moulin étaient démolies, mais les fondations solides de briques rouges, elles, étaient conservées. L'âme du lieu survivait dans la poussière et le vacarme.
Luc Morgan se tenait devant la fenêtre de son nouveau bureau, le même qui, autrefois, n'était qu'une pièce glaciale et obscure. Désormais, les murs étaient recouverts de plâtre et de peinture claire. Sur son bureau s'étalait le plan du nouveau complexe, constellé de notes et de mesures. Il portait une chemise de travail bleu marine. Propre, avec un petit écusson brodé, Meridian Community. Il avait maigri, son visage s'était affermi. Les ombres profondes autour de ses yeux s'étaient dissipées. Ses cheveux, coupés courts, laissaient voir des reflets argentés aux tempes, non plus signe d'usure, mais marque de dignité. Un bruit doux interrompit ses pensées, le cliquetis de griffes sur le carrelage neuf. Kaiser entra, son pelage gris et blanc brossé jusqu'à briller. Le chien s'approcha et posa sa lourde tête sur la main de Luc. « L'heure de notre promenade, hein » murmura Luc en lui caressant les oreilles. Il le regarda avec tendresse. Ce chien avait été sa seule ancre dans la tempête, son repère silencieux, son compagnon de route lorsque tout semblait perdu. C'est lui qui, un jour, avait gratté contre un mur pour révéler le secret qui avait tout changé. En suivant son instinct, Kaiser avait non seulement découvert un passage caché, il avait aussi ouvert un avenir. Ils sortirent ensemble dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Leurs pas résonnaient sur le béton encore humide. Leur nouvel appartement se trouvait au 2e étage du bâtiment administratif. Rénové, 2 pièces simples, mais chauffées, propres, avec un réfrigérateur plein et un lit moelleux. Luc s'arrêta un instant sur le perron. Devant lui, les charpentes du centre communautaire se dressaient vers le ciel, prêtes à accueillir des dizaines de familles. Il pensa à John Lawson, l'homme qui avait rêvé jadis de transformer cet endroit en refuge. Il pensa à Dean, l'ami tombé, dont la mémoire l'avait guidé vers la vérité. Et il comprit, il n'était plus un fantôme. Il avait retrouvé une mission. Il avait un foyer. Kaiser trottait joyeusement à ses côtés, la queue battant au rythme des pas de son maître. Luc leva les yeux vers le ciel où la lumière du soir caressait les briques rouges. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté l'uniforme, il ressentit une paix. Profonde, durable, presque sacrée. Une paix qui ne venait pas de la victoire, mais de la renaissance. Cette histoire nous rappelle que même lorsque le monde semble nous avoir oubliés, la loyauté d'un véritable ami peut devenir l'encre qui nous empêche de sombrer. La foi de Kaiser en Luc, et la confiance de Luc en lui, ont ravivé une flamme que le froid de la vie avait presque éteinte. De cette complicité est née une lumière capable de dévoiler 30 années de mensonges et de reconstruire un lieu de vérité et d'espoir. Si ce lien t'a touché, si cette histoire de fidélité et de rédemption t'a ému, alors sache que d'autres récits d'honneur et de courage t'attendent. Chaque commentaire, chaque partage est une manière de dire que c'est histoire compte, qu'elle rappelle au monde la force tranquille de ceux qui refusent de disparaître. Et quelque part, dans ce vieux moulin renaissant au bord de la rivière, un chien fidèle et un homme réapprennent chaque jour à vivre, côte à côte, dans la lumière retrouvée d'un avenir qu'ils ont bâti ensemble.